Salut, ici Laurence de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Ce mois-ci, avec la vague de dénonciations, il me semblait primordial de parler d'agression sexuelle et de mouvements en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes à détruire et de concepts à décortiquer pour mieux comprendre les récents événements. J'ai invité Caroline Souffrant à en discuter avec moi. Elle est travailleuse sociale, étudiante au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa. Sa thèse porte principalement sur le mouvement Moi aussi et agression non dénoncée. Caroline a aussi fait plusieurs conférences portant sur la santé mentale, dont une à TEDx Québec. J'ai aussi eu la chance que Caroline s'ouvre à nous pendant cette entrevue. Elle nous parle de son propre témoignage, un témoignage qu'elle a fait pour la première fois le 10 juillet dernier dans un article de la presse nommé L'Entonnoir, donc je vous invite à aller lire. Elle va aussi nous offrir une version un peu plus intersectionnelle du mouvement, parce que souvent on va stéréotyper les victimes, mais vraiment on va essayer de mieux comprendre une diversité de difficultés et de besoins, dont celui des femmes racisées qui est souvent oublié. Donc, sans plus attendre, bonne écoute! Donc, salut Caroline, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, premièrement, un gros merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Vraiment, je pense que c'est une discussion super intéressante qu'il faut avoir tout le temps, mais principalement en ce moment aussi avec le mouvement qui vient d'être déclenché de dénonciation. Le timing est assez spécial. Je t'ai contacté il y a comme une semaine et demie. On a choisi le sujet, on a choisi la date et 2 jours après, le mouvement de dénonciation avait commencé. Ouais. Donc, avant tout, tu as vraiment un parcours super intéressant. Je pense que tu es engagée depuis l'âge de 12 ans par rapport à la santé mentale, par rapport à tout ce qui est agression sexuelle. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton parcours et de ton choix de doctorat? Ouais. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, j'ai commencé à m'impliquer, j'avais 12-13 ans. Mais j'ai pas tant de mérite que ça parce que dans le fond, j'étais dans le programme d'éducation internationale, puis on était obligé de faire du bénévolat. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Mais je faisais beaucoup plus que ce qui était demandé, puis c'était vraiment comme quelque chose que je fais jusqu'à aujourd'hui, là, en fait. Puis comment je me suis beaucoup intéressée à ça, c'est que de nature, j'étais vraiment une enfant qui était sensible à tout ce qui était société, injustice sociale. Moi, j'étais une enfant qui pleurait en écoutant les nouvelles, des fois, là. J'écoutais beaucoup les nouvelles, je lisais le journal. J'étais vraiment sensible à ce qui se passait dans le monde. Puis moi-même, au plan personnel, à l'école, je vivais beaucoup d'intimidation, de racisme et tout ça. Donc pour moi, le fait de m'engager socialement, ça a vraiment été un exutoire, puis une façon de trouver un peu un sens à ce qui était important pour moi et de rencontrer des nouvelles personnes qui avaient des valeurs qui ressemblaient à mes valeurs. Puis de fil en aiguille, c'est devenu un métier. Donc j'ai étudié en intervention en délinquance au collège Annecy pendant 4 ans. J'ai gradué après 4 ans. Puis je pensais pas aller à l'université, puis j'ai pas d'une famille d'universitaires. Mes 2 parents n'ont pas de diplôme universitaire non plus. Mais finalement, j'ai tellement eu une passion pour ce métier-là, puis je voulais tellement en apprendre davantage que j'ai fait mon bac en sachant que ça m'engageait à rien au travail social, parce que tu peux être travailleur social avec un bac. Fait que je me dis, je vais faire mon bac, puis après, je pourrais aller travailler. Mais finalement, j'ai continué, je fais ma maîtrise, puis là, je suis au doctorat. Donc, ouais, puis j'aimerais ça enseigner, puis c'est ça. Donc, c'est un peu comme ça s'est fait de fil en aiguille. Puis je me suis impliquée pour beaucoup de causes sociales différentes. Mais c'est plus dans les dernières années que je me suis beaucoup impliquée au niveau de la santé mentale. Donc, j'ai fait une conférence TEDx en 2015 sur mon parcours de rétablissement en santé mentale. Puis depuis, je fais encore des conférences. On me demande encore d'en faire. Puis aussi également la question des violences sexuelles. J'ai travaillé dans des CALACS avec des victimes de violences sexuelles et aussi dans des organismes avec des victimes de violences conjugales. Et c'est quelque chose qui a toujours été très sensible pour moi parce que je suis moi-même une survivante. J'en ai parlé dans la presse le 10 juillet dernier. J'ai partagé mon histoire pour la première fois dans un texte qui s'appelle L'Entonnoir. Puis aussi, juste de manière anecdotique, j'ai toujours grandi en entendant ce genre de témoignages-là autour de moi. Et puis j'ai vraiment remarqué l'ampleur de la problématique, puis comment les victimes, souvent, sont pas crues, sont pas prises au sérieux. Et plus récemment, avec le mouvement MeToo, la raison pourquoi j'ai centré ma thèse sur les femmes noires, c'est parce que le mouvement MeToo a été fondé en 2006 par une femme qui s'appelait Tarana Burke, qui est encore vivante, qui s'appelle Tarana Burke. C'est une femme afro-américaine, puis il y a un effacement de sa contribution. Donc moi, j'ai voulu un peu honorer sa contribution par la voix des femmes noires du Québec. Puis c'est pour ça que j'ai centré ma thèse sur ce sujet-là en ce moment.
Est-ce que tu trouves en ce moment, au sein du mouvement, il y a un peu un manque de diversité? Il y a un manque de diversité encore en ce moment. Mhm. Quand il y a eu le mouvement MeToo en 2017 et même le mouvement Moi aussi au Québec en 2017, ça fait partie des critiques qui ont été soulevées par plusieurs militantes, chercheuses de la communauté noire, mais aussi d'autres communautés. Comme je disais, c'est un mouvement qui a été fondé par une femme noire, puis on en parle très peu. Puis même au Québec, dans les prises de parole, les gens qu'on voit à la télévision, c'est des personnes qui sont très courageuses de raconter leur histoire puis de partager leur expertise. Mais il y a encore une difficulté à faire de la place pour d'autres perspectives. Puis c'est pour ça que j'ai écrit ce texte-là dans la presse. C'était une façon d'essayer d'ouvrir une brèche, puis de jeter un pavé dans la mare pour inciter peut-être d'autres femmes à parler. Mais il y a plusieurs raisons très spécifiques pourquoi les femmes noires, c'est beaucoup plus difficile de prendre la parole publiquement sur ces enjeux-là. Donc moi, dans ma situation, même si c'est horrible, qu'est-ce que j'ai vécu, je suis privilégiée dans ma capacité à en parler pour plusieurs raisons. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu? Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ce que j'expliquais dans mon texte, c'est que j'ai été victime d'agression sexuelle quand j'étais adolescente, en contexte sportif. Donc, c'était un adulte en position d'autorité qui m'a agressée pendant plusieurs années. C'était pas un homme de ma communauté, mais il y avait beaucoup de racisme dans cette relation-là qui était toxique. En fait, c'était pas positif du tout. Puis, il se moquait beaucoup aussi de mon statut socio-économique, du fait que j'ai été élevée par une mère monoparentale. C'est quelque chose qui revenait tout le temps dans son discours. Euh, mais je pense que la raison pour laquelle j'ai pas vu de réaction négative jusqu'à présent à mon histoire, c'est parce que dans l'imaginaire collectif, j'ai vécu ce qu'il y avait de pire, entre guillemets, en termes de violence sexuelle, tant du point de vue social que du code criminel. Il n'y a pas d'ambiguïté pour les gens par rapport à ce que j'ai vécu. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a plusieurs formes de violence sexuelle. On ne peut pas hiérarchiser ces formes de violence sexuelle-là. Par exemple, ce qui est arrivé à Safia Nolin, pour moi, à mon sens, c'est une agression sexuelle. Mais pour les gens, le fait d'être mordu par quelqu'un, pour eux, c'est pas grave, mais c'est une forme de violence sexuelle aussi. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a une différence de traitement entre les deux histoires. Puis aussi, le fait que j'ai pas été agressée par un homme de ma communauté me donne une facilité un peu plus grande à en parler. Parce que toute la question de la criminalisation des personnes noires, souvent les femmes noires peuvent pas nécessairement parler de ces violences-là dans la place publique parce qu'elles vont comme nuire par ricochet à des hommes de leur communauté qui a déjà des stéréotypes autour de la sexualité. On dit beaucoup des fois que les personnes noires sont violentes et c'est pas forcément vrai. Et donc, ça renforce les stéréotypes et ça force les femmes un peu au silence puis à devoir choisir de protéger leur communauté au lieu de parler de leur vécu personnel, ce qui est un choix un peu... c'est notre société qui cause ça, en fait. C'est pas vraiment les femmes qui sont victimes, c'est à cause qu'on a des stéréotypes, puis on attribue les violences sexuelles à certaines communautés, alors que c'est un problème qui est international, qui est partout à travers le monde, mais même au Canada, on n'est pas si bon que ça en matière de violence sexuelle au Canada, malgré ce qu'on dit, là. Fait que la difficulté, c'est vraiment d'être questionné et d'être remise en question suite à la dénonciation, surtout quand on est placé dans une position de vulnérabilité Ouais. face à notre société et au système judiciaire. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que les gens ont investi beaucoup les médias sociaux. C'est parce que au Canada, il y a seulement 3 agressions sexuelles sur 1000 qui finissent par une condamnation criminelle. Puis il y avait un rapport de Statistique Canada qui disait qu'il y a seulement 5% des victimes de violences sexuelles qui dénoncent à la police. Donc ça veut dire que 95% des gens ne dénoncent pas, ce qui est presque 100%. Et on est au Canada. Donc, même si on dit que c'est illégal, dans nos lois, comme société, on s'est dit c'est illégal, on n'accepte pas ça. Visiblement, ça ne descend pas dans les pratiques dans toute notre société. Et donc, pour moi, à mon sens, quand on regarde les chiffres froidement, ça me dit que les violences sexuelles sont décriminalisées au Canada. Je sais pas si t'as vu l'article de Yves Boisvert. J'aime encore mieux la police qu'Instagram. Puis lui, il présentait d'autres chiffres. Tu sais, le chiffre que tu viens de présenter en ce moment, c'est vraiment le chiffre qu'on entend régulièrement. Mais lui, il a présenté une série d'autres chiffres qui disaient que c'était pas exactement ça. Qui critiquait les victimes à ne pas aller se présenter devant la justice. Pour moi, c'est pas tant la question des chiffres qui est importante. Je pense qu'il faut se demander comme société pourquoi on en est arrivé là, en fait. Pourquoi les victimes ressentent le besoin de dénoncer sur Internet. C'est plus ça la question pour moi qu'un débat de chiffres. Pour moi, ça traduit vraiment une méfiance à l'égard du système de justice criminel. Puis il faut se questionner socialement pourquoi il y a cette méfiance-là. Souvent, c'est ça la question en réalité. De manière générale, les violences sexuelles, c'est un crime qui est très sous-dénoncé. C'est sûr, des fois, qu'il y a comme des pics de dénonciation quand il y a des grands événements, comme l'affaire Nathalie Simard et Guy Cloutier, il y avait eu un grand pic de dénonciation. MeToo, ça a fait augmenter beaucoup les dénonciations au Québec, qui était le pourcentage le plus haut au Canada quand il est arrivé la vague MeToo. Mais je pense que la question, c'est vraiment
pourquoi on en est là? Pourquoi les gens vont sur Internet? C'est ça la question. Puis il faut avoir l'humilité de réfléchir socialement, mais qu'est-ce qu'on fait pour participer à cette crise de confiance-là dans notre société? Je pense que c'est plus l'enjeu. Je suis 100% d'accord. Puis aussi, je pense que on est rendu à une place où le système de justice doit se réadapter. Et je pense que les agressions sexuelles, doivent être abordées d'une façon différente aussi. Puis peut-être aussi pour rendre justice à ces victimes-là d'une autre façon aussi que seulement le mouvement en ligne. Mais je pense que la définition de la justice, ça dépend beaucoup de chaque personne. Je pense qu'il faut quand même souligner qu'au Québec, il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites. Par exemple, je sais que Sonia Lebel, elle a beaucoup tenu le dossier au niveau de l'abolition du délai de prescription en matière civile, parce qu'on peut poursuivre au civil également en matière de violence sexuelle. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de limite de temps quand on veut poursuivre au civil. Ça, c'est une avancée. Il y a également eu la loi contre les violences sexuelles dans les milieux universitaires également qui est passée. Donc, je pense que le Québec a vraiment une capacité à avancer sur cet enjeu-là. Puis, il y a quelque chose de particulier avec le Québec par rapport à ce mouvement-là. Comme on l'a vu au Canada, c'est la province où il y a le plus haut taux de dénonciation après le mouvement MeToo. Donc, pour moi, il y a le potentiel de vraiment faire quelque chose d'intéressant, mais qui doit sortir un peu des cadres habituels. Parce que c'est pas toutes les victimes qui vont vouloir aller à travers le système de justice. Je pense que l'option doit être là, elle doit demeurer, mais il faut que les victimes le fassent en connaissance de cause, puis qu'elles sachent c'est quoi leurs besoins, puis quelle est la meilleure option qu'elles peuvent prendre pour répondre à ce besoin-là en matière de justice et de réparation. Comme moi, dans ma situation, pour moi, même si j'aurais eu un jugement en ma faveur, ça n'aurait jamais répondu à mon besoin en tant que victime. Je me serais sentie pire après. Puis tout le monde des personnes impliquées dans mon histoire auraient été perdantes. Puis moi, c'est pas ça que je voulais comme victime. Toi, c'était quoi ton besoin? Est-ce que le dénoncer personnellement, c'était un besoin ou tu l'as plutôt fait pour le mouvement et encourager les femmes qui t'entourent? Moi, comment je l'ai fait? Dans ma lettre ouverte, en fait, c'est particulier parce que ça faisait comme 1 mois auparavant que je réfléchissais à parler de mon histoire. Il y a eu le mouvement Black Lives Matter qui m'a fait ce mouvement-là, en fait, qui m'a amené à réfléchir, à vouloir en parler. Ça faisait 10 ans que c'était arrivé en plus. Donc, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Puis moi, finalement, j'ai exploré différentes options. Puis la vague est arrivée au Québec. Là, j'ai comme senti, OK, j'ai compris qu'est-ce que je devais faire. Fait que j'ai nommé mon histoire sans nommer le nom des personnes impliquées. C'était mon choix. Le besoin que j'avais, c'était vraiment de nommer mon histoire à voix haute, de parler un peu pour mettre un visage sur les femmes noires qui vivent ces violences-là, parce qu'il y avait beaucoup de racisme dans mon histoire. Puis je voulais contribuer au débat social sur la question. Donc, si j'avais passé à travers le système criminel, ça n'aurait jamais répondu à ces besoins-là. Pour moi, ça m'aurait même plus meurtri, en fait. Ça m'aurait pas apporté, comme les gens auraient été en prison, par exemple, puis ça m'aurait rien apporté de plus dans ma situation. Peut-être pour d'autres femmes, ça peut être différent. Fait que je pense qu'il faut avoir plusieurs options, puis que ces options-là soient présentées pour que les femmes ou les victimes puissent faire un choix en connaissance de cause. Il n'y a pas juste des femmes qui sont victimes, il y a des hommes aussi, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Oui. 100%. Ben, un gros merci pour ton témoignage et ton partage. Ça demande beaucoup de courage, puis c'est sûr que ça va... C'est aussi le fait que tu as été présenté dans la presse, qui est un médium, dans les médias directement, et qui est partagé par beaucoup plus de personnes. Ça va toucher aussi une population qui n'est pas sur Instagram ou qui ne suit pas beaucoup d'influenceurs. Donc, on peut revenir sur le mouvement un petit peu par la suite, mais j'aimerais ça qu'on définisse des concepts vraiment des agressions sexuelles. Premièrement, c'est quoi une agression sexuelle et c'est quoi les différents types? Donc, si on regarde la définition du gouvernement du Québec, c'est vraiment n'importe quel geste à caractère sexuel qui n'a pas de consentement. Donc, ça peut être un viol, mais ça peut aussi être des attouchements, toutes sortes de gestes, de l'exhibitionnisme, du voyeurisme, faire taper les fesses dans le métro, ça peut compter comme une agression sexuelle aussi. Ce qui est arrivé à Safia Nolin, ça rentre là-dedans également. Donc, c'est toutes ces questions-là. Puis, au niveau des personnes mineures et adultes, comme moi, dans ma situation, le consentement est annulé automatiquement parce que j'étais mineure, j'avais pas la capacité de consentir à ce qui m'est arrivé. J'étais avec un adulte, puis il y avait un rapport de pouvoir. Donc, c'est tous ces éléments-là qui constituent la violence sexuelle. Donc, il faut vraiment avoir une définition plus dans un spectre et non de manière hiérarchisée. Par exemple, une femme qui se fait frapper les fesses dans le métro, elle peut être super traumatisée de ça. Même si ça a l'air anodin comme geste, mais on ne sait pas ce que cette femme-là a vécu avant qui fait que ça la traumatise autant. Peut-être qu'elle a vécu d'autres formes de violence sexuelle dans sa vie, puis ça fait juste la tuer à nouveau de se faire frapper les fesses dans le métro. Parce qu'une violence sexuelle, il faut vraiment le comprendre, pour moi, c'est un meurtre. C'est vraiment un meurtre, pas au sens légal du terme, mais ce que ça fait chez une personne, pour moi, c'est
tout à fait la même chose. C'est ça que les gens doivent comprendre, que ça tue une personne à l'intérieur, puis tu dois prendre toute ton énergie, toute ta force pour te reconstruire de zéro. C'est vraiment ça, une agression sexuelle. Donc, c'est pas juste « Ah, il m'a frappé, puis elle veut pas passer à autre chose, elle est capricieuse. » C'est pas ça du tout, là. C'est vraiment, ça a des impacts profonds chez les personnes. Puis c'est ça, c'est une question un peu aussi de cas par cas, puis de perception, puis de la sensibilité. Parce que, tu sais, je lisais beaucoup, par exemple, dans les couples, il Ouais, peut avoir des agressions sexuelles, mais aussi sinon, tu sais, dans tout ce qui est attraction, sexe et tout, souvent, la pression sexuelle ou le ah, même ça dit non, je continue, ben, des fois, ça va être apprécié, ça va être excitant pour les couples, mais dans un autre couple, ça ne va vraiment pas être accepté, tu sais. Fait que c'est une perception aussi, puis je pense que c'est ça qui rend la compréhension du tout aussi complexe et que la dénonciation personnelle des gens avec leur perception de la situation est aussi pertinente. ouais. Puis toute la question, par exemple, dans des couples, généralement, on peut discuter de ces choses-là dans des Mhm. couples aussi, de manière ouverte. Mais c'est important de dire que même si quelqu'un est marié ou en couple, si la personne dit je veux pas ou qu'elle manifeste Ouais. physiquement qu'elle veut pas, euh, on n'a pas à franchir cette limite-là. C'est quand même ça peut quand même être de la violence sexuelle malgré tout, même s'il y a une relation de couple ou un mariage entre les deux personnes. Puis ouais, même quand elle le dénonce pas ou elle ne le dit pas, je pense que quand c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, ça doit être probablement plus difficile à cerner quand c'est oui, quand c'est non, mais ça reste que ça peut être une agression sexuelle. Exactement. Puis la plupart des violences sexuelles sont commises par une personne que la victime connaît. Mhm. Donc le gars dans la ruelle, Ouais. là, le soir, ça arrive des fois, mais c'est vraiment pas la majorité des cas, là. Puis quand on parle de culture du viol, qui est quelque chose un peu plus de société, c'est quoi exactement? Puis ça vient d'où? Ben, la culture du viol, c'est un peu des stéréotypes, des attitudes ou des comportements qu'on a comme socialement par rapport à la question des violences sexuelles. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on fait qui culpabilise les victimes et qui déresponsabilise les agresseurs. Donc, par exemple, j'avais une fille qui me racontait à un moment donné qu'elle était dans un bar, je pense que c'était au cégep, quelque chose comme ça, puis qu'elle a vu quelqu'un mettre quelque chose dans son verre. Puis elle est allée voir le garde de sécurité, et puis il lui dit, ben, t'as juste à surveiller ton verre. Mais personne parle du gars qui a mis le truc dans le verre. Mhm. C'est lui qui a fait quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est comme si la responsabilité est toujours sur la victime de devoir se protéger, de devoir faire les bonnes choses. Puis même si tu fais les choses, entre guillemets, qui sont supposées te protéger, ça va pas forcément te Mhm. protéger. Par exemple, des fois, on parle, faut pas porter de jupe courte parce que sinon tu vas attirer le regard des hommes, des trucs de même. Mais il y a des femmes qui portent des jupes longues puis se font agresser pareil. Tu sais, c'est tous des stéréotypes qui culpabilisent les victimes puis qui parlent pas des gens qui posent ces gestes-là qui sont inacceptables. Donc, c'est ça la culture du viol, en fait, en gros. Puis c'est aussi pour décriminer l'autre côté, la Ouais, personne qui a agressé, tu sais. C'est ouais. facile de mettre la faute sur l'autre puis de dire « Ah, mais c'est... Elle l'a attiré par elle-même. » Est-ce que rapidement, tu pourrais nous dresser un petit peu une situation au Québec, présentement, de tout ce qui est culture du viol, agression et de dénonciation? Ben là, on a parlé du 5%, là, mais... Ouais. Ben, je te dirais que c'est plus au Québec, ce qui est particulier, comme je te disais tantôt, il y avait un rapport de Statistique Canada qui disait qu'après le mouvement MeToo, il y a eu une hausse de 61% des dénonciations à la police après le mouvement, puis c'est le plus haut pourcentage au pays, au Canada. Donc, il y a quelque chose au Québec qui est particulier. Je ne peux pas exactement dire c'est quoi exactement. Est-ce que c'est la force du mouvement féministe ici? Mais il y a quelque chose qui fait que le Québec, cette question-là est très forte ici. Puis c'est pour ça aussi que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse également. Puis aussi parce que je viens du Québec. Mais, ouais, il y a quelque chose qui est particulier au Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont militants, qui prennent la question de front. Il y a eu les lois qui sont passées récemment aussi. Il y a eu le mouvement Agression non dénoncée en 2014 également, qui était une autre vague de dénonciation qui ressemblait au mouvement MeToo, qui a eu lieu il y a quelques années auparavant. Fait que là, à ce moment, c'est comme la troisième vague qu'on voit au Québec. Euh, Puis si on essaie de démystifier un peu les stéréotypes associés aux agressions sexuelles, je pense que ça serait super important parce que je pense que tout le monde dans la société, on a un petit peu des stéréotypes par ouais. rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelques petits aspects que tu voudrais vraiment décortiquer? Ouais. Le premier que je dirais, c'est souvent, on a tendance à voir un agresseur comme étant quelqu'un qui est malade mental, puis qui est dérangé, Mhm. le gars dans la ruelle, comme je disais. Mais souvent, les personnes qui commettent ces actions-là sont des personnes connues de la victime, mais aussi des personnes qui peuvent très bien se présenter en société, qui peuvent avoir des comportements adéquats dans d'autres contextes, qui peuvent être gentils même dans certains contextes.
Puis je pense que cette idée-là de tout bon, tout mauvais, je pense que ça vient un peu de la religion catholique, un peu la dichotomie qu'on a, que soit une personne est complètement bonne, soit elle est complètement mauvaise. Mais une personne qui peut faire du bénévolat peut poser des mauvaises actions à la maison, puis on le sait pas, tu sais. Mais souvent, on va dire, ben non, c'est un bon gars, je le connais, je pensais pas qu'il aurait fait quelque chose comme ça, mais ça veut rien dire, tu sais. On a tous, à différents degrés, c'est sûr qu'il y a des gestes qui sont plus graves que d'autres, là, mais on a tous des comportements, des fois, qui sont répréhensibles, même si des fois, on peut être des bonnes personnes ou avoir des bons comportements. Donc, je pense que c'est important de pas dire, de pas nier le témoignage d'une victime juste parce que, ah, ben, le gars, il a un bon comportement, il travaille bien, il est charismatique, donc ça se fait pas, tu sais. C'est un peu la première chose que je dirais. Puis ça, est-ce que ça pourrait être lié au racisme aussi? Ouais, exactement. Puis je suis vraiment contente que tu amènes ce point-là. Il y a un documentaire qui est sur Netflix de Ava DuVernay. Ça s'appelle When They See Us. Et c'est à propos de l'affaire Central Park 5. Donc, c'est 5 jeunes hommes racisés qui ont été accusés à tort d'avoir violé une joggeuse blanche dans le parc de New York, le Central Park. Puis à l'époque, ça fait une grosse affaire. Puis c'était vraiment une grosse histoire. Puis finalement, ces gens-là ont été innocentés. Ils n'avaient rien fait, tu sais. Donc, ça parle encore des stéréotypes autour des personnes noires. Puis ça revient à ce que je disais, pourquoi les femmes noires, c'est difficile de dénoncer des fois quand ça arrive dans notre propre communauté. Parce que quand on le fait, ça peut être utilisé par d'autres personnes de l'extérieur pour renforcer ces stéréotypes-là, alors que cette violence-là sexuelle est partout dans la société. C'est pas juste dans les communautés noires, c'est dans toutes les communautés. Donc, ça devient comme tricky un peu de parler de cet enjeu-là publiquement. Mais oui, effectivement, les personnes noires, on n'a pas le même bénéfice du doute quand ça arrive dans nos communautés. Juste dans les couvertures de journaux, les titres qui sont utilisés pour parler des agresseurs qui sont noirs versus ceux qui sont blancs, les titres de journaux sont plus culpabilisants envers ceux des personnes noires, même si le geste est inacceptable dans les deux cas. Dans la façon dont c'est présenté, on va beaucoup plus humaniser la personne qui est blanche. On va dire que, bon, c'est un bon père de famille, puis... mais on n'aura pas cette analyse-là pour la personne qui est noire dans nos médias ou dans les journaux qui sont présentés. Donc oui, il y a un biais à ce niveau-là. Fait que c'est important que tu l'aies soulevé, puis je suis contente que tu le nommes. Puis par rapport à ça, là, je rebondis là-dessus, le fait de s'excuser publiquement. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, qui est tellement repris par les médias. Les médias vont quasiment, plus souvent, présenter et valoriser l'excuse de la personne que présenter la dénonciation en tant que telle. Et moi, ça m'a particulièrement fascinée. Ou sur Instagram, les personnes qui faisaient des vidéos d'excuses et qui avaient des messages, des tonnes de messages qui disaient merci, genre, t'es tellement une bonne personne de t'excuser. Ouais, puis je pense que ça appartient à chaque victime d'accepter ou non ces excuses-là. Si une victime de violence sexuelle ne veut pas accepter ces excuses-là, c'est tout à fait dans son droit. On n'est pas obligé de pardonner quelqu'un si on ne veut pas le pardonner. Puis il y en a d'autres personnes qui peuvent pardonner. Puis c'est un cheminement qui est individuel à chacun. Puis on ne devrait pas avoir à se lancer des fleurs parce qu'on fait ce qu'on devrait faire comme être humain non plus. Faire le minimum, dans le fond. C'est faire le minimum. S'excuser, c'est ça. Ouais. Puis c'est une chose s'excuser, mais c'est quoi les actions que tu vas prendre pour que ça se reproduise plus aussi? C'est pas juste s'excuser, mais qu'est-ce que tu vas faire pour t'améliorer comme personne? Donc, je pense que la question est plus complexe que ça, mais je pense que c'est quelque chose qui appartient à chaque victime de décider est-ce que j'accepte ces excuses-là ou non. Là. Puis à la victime aussi, pas à la société ou exactement. la population autour, tu sais. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres stéréotypes que tu voulais aborder? Pas qui me viennent, mais je sais que sur le site des Calac, c'est comme une bonne liste de stéréotypes, les classiques qu'on entend, là, comme que c'est souvent des personnes qui sont proches de la victime qui agressent la victime. C'est important que le monde sache que c'est pas tout le temps le gars dans la ruelle, mais ça arrive des fois. Ouais. Il y en a plusieurs, mais je pense que c'est les principaux que j'ai en tête. Mais moi, c'est plus au niveau de comment on humanise beaucoup certains agresseurs, puis que on se dit, bon, il fait du bénévolat, il fait plein de choses de bien, donc ça se peut pas. Mais je pense qu'il faut penser plus loin que ça, puis de manière plus complexe que ça. Là. Est-ce que tu penses aussi qu'on humanise les femmes? Je pense qu'on continue de les déshumaniser parce que si on est rendu là à dénoncer sur Instagram pour beaucoup de gens, c'est justement parce qu'on croit pas leurs histoires, puis on croit pas l'impact que ça a eu sur elles. Je pense qu'on fait... Non, je parle de dans la situation où la femme est agresseur. Est-ce que tu penses... J'ai pas beaucoup d'exemples, mais est-ce que tu penses qu'on va pardonner et excuser la femme et humaniser la femme plus rapidement quand elle est l'agresseur? C'est plus dans ce sens-là que... ben, ça me fait penser à l'affaire Safia Nolin puis Marie-Pierre Morin. Pour moi, la façon dont Safia elle est traitée, même si Marie-Pierre a comme reconnu en moitié
ce qu'elle a fait. Pour moi, ça parle encore des stéréotypes qu'on a. C'est des choses qui peuvent arriver entre femmes aussi. Puis c'est comme c'est pas pris au sérieux, mais ça arrive, là. C'est entre personnes de même sexe, par exemple, ou c'est des choses qu'on voit, là. Fait que ça. C'est pas parce que c'est une femme puis qu'il y a une différence dans le physique de ces deux femmes-là que ça se peut pas, tu sais. Donc je trouve ça particulier. Puis surtout dans ce cas-là, sa fille Noël, elle avait pas de plus-value à raconter cette histoire-là. Si elle porte un t-shirt puis tout le monde lui tombe dessus. Fait que le fait qu'elle ait raconté ça, c'est parce que c'est vrai. Moi, je la crois. C'est vrai. Tu sais, elle avait rien à gagner de raconter ça, là. Quels sont les principaux impacts par rapport sur la santé mentale et physique aussi des victimes qu'il faut garder en tête? Mais comme je disais tantôt, quand tu vis de la violence sexuelle, c'est vraiment comme un meurtre intérieur. Là, comme. Des fois, ça peut arriver en physiquement aussi. C'est pour ça aussi que j'utilise les termes victime et survivante des deux côtés, de manière interchangeable, parce qu'il y a des victimes qui ne survivent pas à la violence sexuelle qu'elles vivent. Soit elles se font assassiner, ou soit elles meurent par suicide. Puis c'est important d'honorer ces femmes-là, même s'ils n'ont pas survécu à la violence qu'elles ont vécue, mais faut quand même reconnaître cette réalité-là également. Je dirais les principales conséquences, bien, tout ce qui est santé psychologique, l'estime de soi, la honte, la culpabilité, la peur du jugement d'autrui, la peur de sortir de chez soi, la peur de recroiser l'agresseur. Ça a des impacts, c'est vraiment multidimensionnel, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui vont développer des troubles de santé mentale après, qui vont s'isoler, se renfermer sur eux-mêmes, qui vont garder ça pour eux. Il y a beaucoup de sortes d'impacts, mais je dirais vraiment, c'est vraiment comme tout s'écroule, puis là, il faut comme tu rebâtisses ça, puis idéalement, il faut que tu le fasses avec des gens de confiance qui t'aiment, que ce soit professionnellement ou dans ton entourage, mais c'est vraiment, il faut que tu te reconstruises, c'est un peu ça, puis t'es jamais la même personne après, là. C'est comme, il y a un avant puis un après. OK. Puis, pour les gens autour, comment on peut soutenir les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles? Parce que là, on réalise, en ce moment dans notre société, il y en a tellement, on connaît toutes des gens autour de nous. Comment on peut être là sans non plus s'imposer? Ben, je pense que la première des choses, c'est quand une personne nous parle de son expérience, c'est de la croire. Parce que quand on regarde les chiffres, les violences sexuelles, c'est vraiment un fléau international. Dans tous les pays, c'est quelque chose qui est omniprésent. Au Canada, on parle plus d'une femme sur 3, ce qui est un chiffre conservateur, parce qu'en réalité, c'est tellement peu dénoncé que le chiffre est plus élevé. Fait comme tu dis, on a toutes des victimes autour de soi. Fait quand une femme nous raconte une histoire, la probabilité qu'elle mente est très minime, en réalité. Puis il n'y a pas de plus-value à raconter une histoire comme celle-là. Fait que je dirais, en premier, c'est de croire la victime, de la remercier aussi pour la confiance qu'elle nous accorde, parce que c'est vraiment un privilège qu'une personne nous raconte quelque chose comme ça, qui est très intime, très personnel. Fait qu'il faut vraiment honorer cette confiance-là que la personne nous accorde. Puis juste se demander, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Je voudrais aussi ajouter une note au niveau des personnes mineures. Théoriquement, quand c'est une personne qui est mineure, qui est victime de violences sexuelles, on est supposé signaler à la DPJ. Puis il y a toutes sortes de questions par rapport à ça, sur la façon dont ça devrait être fait, etc. Mais sinon, de manière générale, je dirais de ne pas aller à la police pour la personne si elle n'a pas autorisé à ce qu'on le fasse. C'est vraiment important, là. Puis de toujours respecter le choix de la victime, pas à pas, de toujours, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour t'aider, puis d'avoir cette attitude-là ouverte, de ne pas s'imposer, de ne pas donner de conseils non sollicités, de ne pas poser de questions intrusives non plus, de ne pas vouloir rentrer dans les détails de ce qui est arrivé si la personne ne veut pas en parler. Des fois, juste dire, si la personne dit « j'ai été agressée sexuellement », si elle ne veut pas aller plus loin, ben c'est correct, ça dit ce que ça veut dire. On n'est pas obligé de savoir tous les détails pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, je pense que c'est un peu ça, d'avoir une attitude de croire, de remercier la personne pour son témoignage, puis de lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. OK. Ouais. Puis, de l'autre côté, s'il y a on connaît beaucoup de femmes agressées, ben sans aucun doute, c'est clair qu'on connaît des agresseurs, qu'on en soit consciente ou non. Comment on peut agir, ben quand on connaît un agresseur, et aussi, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser notre entourage quand on se doute qu'il y a peut-être des agresseurs autour de nous? Mais je pense que c'est un peu ça que les femmes essaient de faire sur Instagram en ce moment. C'est pas idéal comme solution, mais je pense que c'est un peu ça qu'elles essaient de faire, parce que vu que personne les protège, elles essaient un peu se passer le mot pour protéger tout le monde. C'est un peu ça qu'elles font. Puis ça se faisait un peu de manière comme non publique. Tu sais, des fois, entre femmes, on raconte nos histoires,
Puis on se dit entre nous, fais attention à telle personne. C'est juste qu'on se dit des fois entre femmes, entre nous. Mais je pense que c'est une question qui est sociale à avoir vraiment d'importance. Parce que souvent, on tolère ces gestes-là, on les banalise, on les minimise. Puis ça amène à la situation qu'on a en ce moment. Ça fait comme un chaos social, puis on a comme... Le gouvernement a comme perdu le contrôle, honnêtement, c'est mon point de vue, là. C'est comme si on avait forcé, c'est surtout des jeunes, en plus, qui font cette démarche-là en ce moment, dans la troisième vague qu'on a en ce moment. Ils prennent les choses sur leurs épaules parce que on les a laissés tomber socialement. Fait que c'est un peu ça que ça veut dire. Ils se protègent entre eux autres parce que comme personne d'autre va le faire, tu sais. Ouais. Est-ce que ça serait ça un peu la force et la faiblesse, dans le fond, du mouvement en ligne par rapport aux dénonciations habituelles? Ben, je pense que les personnes qui dénoncent en ligne, comme ça, c'est vraiment risqué de faire quelque chose comme ça. Parce qu'il peut y avoir des poursuites pour diffamation. C'est vraiment risqué de faire quelque chose comme ça. C'est vraiment... Comme je regarde ça puis j'ai peur pour ces personnes-là. Mais je pense que si elles le font, c'est comme si elles n'avaient rien à perdre. Tu sais, c'est comme si vous nous protégez tellement pas qu'on va le faire nous-mêmes. Tu sais, c'est ça que ça veut dire en réalité. Tu sais. Puis c'est vraiment... c'est super risqué. Mais ces personnes-là le font quand même en connaissance de cause. Donc je pense que ça parle de notre société, comment on laisse tomber les victimes. Ouais, c'est ça que je dirais. C'est vraiment... c'est risqué de faire quelque chose comme ça, mais ils font pareil. Fait que dans le fond, les victimes peuvent être accusées d'habitude de diffamation ou d'atteinte à la réputation. Ouais. C'est ça? Ouais. Puis est-ce que c'est plus dangereux? Quand tu nommes le nom de ton agresseur publiquement, puis il n'y a pas eu de jugement, il peut revenir après puis t'accuser d'avoir diffamé. Il y a un organisme qui s'appelle Jury Pop, qui donne beaucoup de conseils juridiques gratuits sur cette question-là, mais c'est un risque qui peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça arrive à chaque fois, mais ça peut arriver. Ouais. Est-ce que le mouvement en ligne est aussi un risque pour des futures poursuites judiciaires? Dans le fond, par exemple, je sais pas si tu as suivi Juste pour rire, les poursuites qui ont été faites par rapport à l'ancien propriétaire. Puis c'était un groupe de femmes qui s'étaient mis ensemble, c'est ça, puis qui ont agi, puis qui ont toutes dénoncé en même temps. Fait en ce moment, est-ce que la dénonciation pourrait avoir des impacts néfastes sur des prochaines poursuites judiciaires? Oui, effectivement, c'est une excellente question. Puis avec l'exemple que tu cites, c'est comme si... du niveau juridique, ces femmes-là ont comme contaminé leurs preuves, entre guillemets, parce qu'elles se sont parlées entre elles. Mais en même temps, quand tu es une victime de violence sexuelle, la première chose que tu ressens, c'est le sentiment d'isolement. C'est quand tu veux parler à d'autres femmes qui ont vécu la même chose, c'est vraiment une façon de reprendre du pouvoir et de se solidariser puis d'avoir du soutien. Puis ça, c'est un besoin d'une victime de violence sexuelle. Puis le système le voit comme quelque chose qui contamine la preuve. T'sais, ça veut dire que le système n'est pas fait pour recevoir ce genre de situation-là. Fait que ça serait une des importantes modifications de base qui devraient être faites aussi par rapport à notre système judiciaire. Ben, je sais pas trop quelle forme de modification ça devrait être prendre. C'est sûr que ça prend plus de sensibilisation puis de formation. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que notre système, puis j'ai vu moi-même de premier chef beaucoup de mes amis qui ont essayé d'aller au système de justice, de dénoncer à la police, puis elles se sont cassées la gueule, entre guillemets, là, comme on dit, parce que c'est comme si tout ce qu'elles font comme victimes sont des réactions normales de victimes de violences sexuelles. Puis je parle comme survivante, puis aussi comme travailleuse sociale. C'est des réactions tout à fait normales comme victime, mais c'est comme utilisé contre elles après. Alors que c'est typique d'une victime de violence sexuelle. Donc, par exemple, si elle ne se souvient pas exactement des détails, mais quand tu vis quelque chose de très traumatique, tu ne vas pas te souvenir exactement de tous les détails. Mais c'est vu comme si tu n'étais pas crédible, alors que c'est caractéristique d'une situation de violence sexuelle. Donc, c'est tout... Pour moi, c'est pas le... Je dis pas que le système doit être éliminé à 100%, mais c'est pas le meilleur... Ça devrait pas être la première option. C'est pas super adapté, règle générale, pour les victimes de violences sexuelles, selon moi. Est-ce qu'à ton avis, la justice devrait être encore rendue par notre système judiciaire ou il faut complètement s'adapter puis trouver une nouvelle forme de justice? Je pense qu'il doit y avoir plusieurs options. Celles qui existent déjà peuvent être améliorées, doivent être améliorées, mais je pense qu'il faut commencer à réfléchir à d'autres options aussi. Par exemple, au niveau des communautés noires, c'est pas réaliste de demander à une femme noire d'aller à la police dénoncer un homme de sa famille ou un homme de sa communauté. Donc, c'est ça que je pense que toutes les questions de justice alternative, justice transformatrice, d'autres formes de justice, il y a les recours au civil aussi. Au civil, la personne ne va pas forcément en prison. C'est plus des dommages et c'est de l'argent, en fait, qu'on donne comme compensation, si on peut dire ainsi. Mais je pense qu'il faut trouver d'autres options.
Parce que là, ce qu'on dit socialement, c'est toujours aller à la police, aller à la police, aller à la police. Mais c'est pas forcément ce qui est le mieux pour toutes les victimes, pas forcément ce qu'elles veulent. Puis leurs besoins ne vont pas forcément être répondus par ce système-là non plus. Donc je pense qu'il faut réfléchir aussi en dehors de la boîte, améliorer ce qu'on a déjà en place, mais aussi trouver d'autres options également, en créer des nouvelles en fait, puis être innovateur. Ça pourra même donner l'exemple à d'autres pays, d'autres sociétés aussi, d'autres provinces, si on est assez innovateur. Fait que ça peut être une opportunité de s'améliorer puis de créer des choses innovatrices aussi. Là. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, puis c'est vraiment une piste de réflexion. Puis peut-être le faire aussi en partenariat avec les personnes qui ont vécu des violations. Exactement, ouais. Puis comprendre leurs besoins. Exactement. Et la diversité de besoins. Exactement. Pour terminer, 2 petites questions. Premièrement, qu'est-ce que tu souhaites à la femme dans les prochaines années? Je pense que je vais changer un peu la question. Je vais dire qu'est-ce que je pense pour la société. J'aimerais ça que dans la société, on ait plus d'écoute les uns pour les autres, plus d'empathie, parce que je pense que le problème de fond, il vient de ça, en fait, qu'on ne s'écoute pas les uns les autres, on n'a pas d'empathie beaucoup dans la société les uns pour les autres, de s'accorder le bénéfice du doute aussi, quand les gens parlent de quelque chose, d'accorder le bénéfice du doute, d'avoir plus de bienveillance les uns envers les autres. Je pense que si on a ça socialement, ça va éliminer beaucoup de problèmes qu'on a dans notre société. Bien dit. J'aime ça aussi que tu aies changé pour société. Je vais la garder pour les prochains podcasts. Et pour terminer, pour continuer un peu la réflexion, est-ce que tu aurais une recommandation de livres, podcasts, films, peu importe, pour un petit peu en apprendre davantage sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui? Oui. Donc, il y a un livre par Suzanne Zacco, qui est une juriste, qui s'appelle La fabrique du viol, qui parle un peu de la culture du viol, de la présomption d'innocence, de tous les débats qu'il y a actuellement. Il y a aussi des documentaires, il y en a que je n'ai pas vu encore, mais que je veux voir. Le film On the Record, c'est un documentaire qui est sorti cette année qui parle des violences sexuelles envers les femmes noires dans l'industrie du hip-hop aux États-Unis. C'est intéressant aussi. Puis il y avait un documentaire également sur les femmes noires et les violences sexuelles qui s'appelle No, the Rape Documentary, qui est sorti au début des années 2000 également. Le documentaire sur Netflix When They See Us aussi, qui explique un peu les biais envers les hommes noirs par rapport aux violences sexuelles. Sinon, c'est pas mal ça que j'ai en tête. Là. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la rencontre, la discussion complète. Je pense que c'est super intéressant. Tu as amené vraiment des points intéressants. Et merci d'avoir partagé aussi avec nous. Donc, un gros merci. Merci à toi.